Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. Tout de suite, voici les grands titres. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Rwanda, Vincent Biruta, a été reçu ce lundi par le président comorien Azali Assoumani à Moroni. Dans le cadre de bien soigner et prévenir les maladies liées à l'appareil digestif, les experts en gastro-entérologie et hépatologie encouragent tout le monde à se faire consulter pour connaître leur état de santé. Des réfugiés congolais d'expression Kinyarwanda continuent d'affluer vers le Rwanda, fuyant la guerre entre le M23 et les forces armées de la RDC. Ce journal, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Rwanda, Vincent Biruta, a été reçu lundi par le président comorien Azali Assoumani à Moroni. Les discussions entre les deux hautes personnalités ont porté sur le raffermissement à des liens de coopération entre Moroni et Kigali. Au début du périple du ministre Biruta aux Comores, les deux pays ont signé un accord de cadre de coopération dans des domaines variés. Le Rwanda et les Comores entretiennent d'excellentes relations depuis longtemps. En août de l'an dernier, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Environnement, du Tourisme et de l'Artisanat a effectué une visite de travail au Rwanda et s'est entretenu avec différentes autorités du pays. Dans le même cadre, en date du 5 mars 2022, le ministre des Finances, du Budget et du secteur bancaire comorien, Souef Kamalidini, a aussi visité le Rwanda. Il était alors porteur du message du président Azali Assoumani à son homologue rwandais Paul Kagame. Les deux autres personnalités avaient échangé sur le renforcement des bonnes relations déjà existantes entre le Rwanda et les Comores. Dans le cadre de bien soigner et prévenir les maladies liées à l'appareil digestif, les experts en gastro-entérologie et hépatologie encouragent tout le monde à se faire consulter pour connaître leur état de santé, car plus le diagnostic est précoce, plus la possibilité de guérir est garantie. Le docteur Innocenti Dadamesi, expert. Les gens pensent tout de suite qu'ils sont condamnés. Alors, c'est ce qui peut-être motive que certains ne viennent pas rapidement voir le médecin pour faire le diagnostic et pour mettre en place le traitement. Mais ça, c'est un message qu'il faut combattre. Pourquoi? Parce qu'en cancérologie, ce qu'il y a de très important, c'est ce qu'on appelle le stade du cancer. Il y a des cancers qui se guérissent, et puis pour parler de cancer, on peut insister sur des cancers digestifs. Par exemple, dans le cancer du côlon, il y a 4 stades du cancer du côlon. Quand le diagnostic est fait à un stade 1, comme on dit, c'est 95% de guérison à 5 ans. Il y a 95%. Quand malheureusement le même malade reste, on traîne, et que le diagnostic est fait à un stade 4, c'est moins de 5% à 5 ans. Vous voyez, c'est la même maladie avec un pronostic qui est très différent. Donc s'il y a quelque chose de très important, il faut expliquer, il faut venir précocement voir le médecin. Il faut faire des diagnostics rapides, et quand les malades sont dépistés avec un diagnostic précoce, la chirurgie, la chimiothérapie, l'endoscopie, on peut apporter une guérison. Le mot guérison, à partir du moment où le stade de diagnostic est un stade qui n'est pas évolué. Et puis aussi, il faudra insister beaucoup sur le dépistage. C'est quoi le dépistage? C'est rechercher une maladie quand elle n'a pas encore d'expression, quand on n'a pas encore perdu du poids, quand on n'a pas encore mal, quand on n'a pas encore du sang dans les selles, parce qu'on a un certain âge, parce qu'on a des antécédents. C'est des personnes à qui il faut proposer des examens qui permettront de faire le diagnostic précocement et donc probablement de les guérir. Alors, le docteur explique la nécessité de se faire soigner à temps, surtout dans des dépistages et des diagnostics de cancer.
Il y a de cela 3 ans que l'hôpital Roi Faisal accueille régulièrement et sous rendez-vous le docteur Innoceni Dadamassi et son équipe dans un cadre de consultation et de diagnostic des maladies digestives. La particularité de la mission actuelle est que l'équipe comprend cette fois un médecin spécialiste en chirurgie et hépatobiliaire et pancréatique, le professeur Jean-Marc Regambeau. Il est prévu de traiter près de 50 cas dans ce domaine de gastro-entérologie et d'hépatologie. Des réfugiés congolais d'expression Kinyarwanda continuent d'affluer vers le Rwanda, fuyant la guerre entre le M23 et les forces armées de la RDC en connivence avec le groupe terroriste des FDLR et d'autres groupes rebelles opérant dans ce pays. Les détails avec Kassim Youssouf. Ces réfugiés en provenance des zones de Massissi et Rutshuru en République démocratique du Congo transitent par le camp de Kijote où leurs identifications sont enregistrées et sont par après hébergés à l'ex-camp de Ngamira à Kanzenze, en district de Rubavu où se trouvent déjà 648 réfugiés. Ils disent avoir fui des atrocités et des massacres perpétrés contre la population congolaise Tutsi d'expression Kinyarwanda, pourchassée sous prétexte qu'elle est de mèche avec le groupe rebelle M23 dans la guerre qui l'oppose aux forces armées de la RDC et plusieurs autres groupes alliés dont le groupe terroriste de FDLR composé de certaines personnes qui sont impliquées dans le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Ils ont dit que les Inyenzi sont arrivés, que les Inyenzi nous ont attaqués et vont nous anéantir, massacrer les Tutsis qui sont ici et que lorsqu'ils seront là, qu'ils ne trouvent personne. C'est pourquoi nous avons fui à cause de l'oppression et une situation atroce. Comme vous me voyez, je n'ai rien avec moi et je dors sur des pierres. Je fuis les Interahamwe de FDLR et les Nyatura qui nous pourchassent parce que nous sommes une population d'expression Kinyarwanda en disant que nous sommes des Rwandais alors que nous sommes des citoyens congolais. Les réfugiés qui sont arrivés au Rwanda disent qu'ils sont parvenus à franchir la frontière après avoir payé leurs compatriotes qui ne sont pas pourchassés et d'autres ont dû payer des militaires de ce pays. On s'arrangeait pour vendre une vache et fuir parce qu'en fait, lorsque vous donnez quelque chose aux militaires congolais, ils vous laissent partir. Ils nous montraient le chemin pour arriver au Rwanda. Il nous a fallu faire un long trajet parce qu'il fallait se cacher jusqu'à Goma. Nous sommes passés par la brousse jusqu'au Rwanda. Les réfugiés congolais accueillis au camp de transit de Kijote disent avoir apprécié l'accueil qui leur a été réservé, mais souhaitent qu'on leur procure du matériel suffisant, dont des matelas. Nous voudrions qu'on continue à nous accorder de l'aide, notamment des médicaments et où dormir. Bien que la direction du camp d'Ongamira n'a rien dit à propos de ces desiderata, différentes institutions, dont des organisations non gouvernementales en charge des réfugiés, sont à pied d'œuvre pour la préservation de leur santé. Le camp d'Ongamira, qui était fermé, est maintenant en réhabilitation en l'agrandissant et en lui procurant des infrastructures telles que l'eau, un poste de santé et autres, et c'est en vue d'accueillir 400 autres réfugiés qui sont au camp de transit de Kijote et d'autres qui peuvent à n'importe quel moment entrer au Rwanda, surtout qu'on enregistre chaque jour 100 réfugiés qui franchissent la frontière entre les villes de Rubavu et de Goma. Ces réfugiés ont commencé à entrer au Rwanda depuis octobre et novembre de l'année dernière en provenance de Rutshuru et Massissi. 2943 ont été accueillis, dont 1760 seront hébergés au camp de Mahama en district de Kirehe.
À présent, sur notre plateau, nous accueillons dans ce journal M. Daniel Lescornet, auteur du livre Si Kigali était compté. Bienvenue, M. Daniel. Alors, pour commencer, pourquoi ce titre? Que voulez-vous signifier par cela? Comment raconter une histoire aussi longue, celle de la ville de Kigali, sans faire intervenir, dans le fond, les ogres et les fées qui sont sur toute l'histoire d'un pays, d'une capitale. Donc c'était donner cette vision de l'histoire dans toutes les étapes, parfois tragiques, on le sait, mais aussi parfois enchantées de Kigali et du Rwanda. Voilà. Bien sûr. Alors, vous remontez jusqu'aux origines, même de Kigali, disons. Brièvement, comment se présentait Kigali dans ses débuts? Kigali, c'est un lieu déjà, et c'est un mont. C'est donc le lieu spirituel, c'est le cœur battant du Rwanda depuis toujours. Depuis toujours. Et donc, l'histoire de Kigali ne commence pas seulement avec la colonisation, elle commence justement au cœur de la culture rwandaise, et même de ce qu'on peut dire une civilisation, puisque le Rwanda a été longtemps formé en dehors de toute autre personne qui venait. C'est un terrain vierge pour le monde occidental qui est venu perturber considérablement cette histoire. Alors, à l'époque coloniale, vous parlez de Kigali comme capitale, disons, d'une indépendance raciste et piégée, comme vous le dites. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il faut bien voir que Kigali a longtemps été un peu brimée par la colonisation. La première colonisation allemande a quelques projets de développement de ce lieu. Mais quand les colons belges arrivent, il y a un véritable blocage du développement du Rwanda. Et quand l'indépendance viendra, Kigali ne sera qu'une bourgade de 6 000 habitants. Et le blocage urbain de la colonisation belge a d'ailleurs... c'est l'ensemble du Rwanda qui a été bloqué, puisque il y a une sous-urbanisation du Rwanda, alors que dans les autres pays, il y avait 30, 40, 50% de population urbaine. Kigali, le Rwanda, c'était 3, 4% de population urbaine. Donc on peut dire, par-delà tout ce qu'on peut dire sur la colonisation, ça a été aussi un effet de blocage, avec l'idée d'ailleurs de ne pas faire de Kigali la capitale, puisqu'elle était au cœur justement de la culture rwandaise. Donc il y avait cette idée de ne pas mettre la capitale à Kigali. Et c'est seulement lors de l'indépendance, et encore a-t-il fallu 1965, pour que Kigali devienne vraiment la capitale du Rwanda et prenne son essor. Mais un essor ségrégué, avec un apartheid fort. Ça se voyait? Durant la colonisation, oui, il y avait la ville européenne et ce qu'on appelait la ville indigène. Et donc, il y avait vraiment une ségrégation très forte, évidemment. Alors, pourquoi l'intérêt de Kigali? Pourquoi ne pas avoir raconté une autre capitale de l'Afrique? Pourquoi essentiellement Kigali? Premièrement, parce que c'est ma ville, j'y habite. Donc, rien n'est mieux pour découvrir sa ville que d'écrire son histoire, dans le fond. Et puis, parce que Kigali joue un rôle tout à fait étonnant aujourd'hui au niveau du continent. C'est une ville qui se remet d'une tragédie maximale, le crime des crimes, et qui, en quelques années, en quelques dizaines d'années, a pu recevoir les principales félicitations, les principaux lauréats en matière écologique, en matière de sécurité, en matière de propreté et en matière aussi de nouvelles technologies. Donc, il y a une espèce de miracle rwandais, miracle kigalois. Ça valait vraiment le coup de faire un livre parce qu'il n'existait pas de livre qui reprenait l'ensemble de l'histoire de Kigali. Alors, à quand remonte votre expérience avec Kigali? C'était en quelle année? Mon expérience avec le Rwanda, elle est longue, puisque moi, en France, on était parmi ceux qui se battaient pour que
la France reconnaisse ses responsabilités. Donc on est venu à Kigali avec l'idée justement de travailler sur cet aspect du génocide. On est arrivé en 2014 et nous habitons avec mon épouse Kigali depuis... Qui est une Rwandaise? Non, qui est une Française. Ah d'accord. Nous avons décidé de vivre pleinement à Kigali. Ouais. Et si tout se passe bien, dis-moi, regarde. Alors, en parcourant votre livre également, on trouve un titre qui, je dirais, attire la curiosité. Kigali entre espoir et terreur. Ça a un rapport avec la résilience des Rwandais aujourd'hui? Oui, tout à fait, parce qu'on ne peut pas comprendre sa faculté d'avoir surmonté cette tragédie sans revenir à son histoire, c'est-à-dire une proto-nation, c'est-à-dire plus vieille que beaucoup de nations européennes d'ailleurs, avec une unité qui était forte, avec une capacité aussi de cohésion, d'homogénéité, qui a pu être donc des valeurs aussi profondes, et c'est en cultivant ces valeurs et les nouvelles technologies, c'est-à-dire sans être pris par l'idée d'un rattrapage, mais au contraire de vivre tradition et nouvelles technologies en quelque sorte, que cette ville prend une place tout à fait singulière sur le continent, mais aussi au niveau international. Enfin, vous présentez Kigali comme, je dirais, une ville inclusive avec une vision agile du futur. Quel message voulez-vous donner avec cette conclusion? Je pense que Kigali, surtout avec la révision de son plan directeur de l'an 2020, fait un effort considérable pour ce qui se passe dans toutes les autres capitales, c'est que les populations les plus démunies, les plus pauvres sont éjectées de la ville. Ouais. Là, il y a un effort considérable pour justement garder l'ensemble des populations. C'est en cela que c'est une ville inclusive. Et c'est une ville qui a aussi, par son site merveilleux, la capacité de ne pas être sur l'asphyxie carbonée des grandes capitales, avec une grande capacité de saisir le devenir écologique de la planète. Pour terminer, on peut dire que vous écrivez pour les Rwandais, vous parlez au monde. Qui est le principal destinataire de ce livre? Je pense que ce sont déjà tous les visiteurs. On pourrait dire un livre de type touristique? Oui, c'est aussi un discours de la méthode, c'est pas seulement un guide touristique, c'est vraiment comprendre et par là aimer cette ville et voir que cette ville, avec son histoire, c'est une destination vraiment impérieuse pour l'homme sage d'aujourd'hui. Alors, Daniel Scornet, je rappelle que vous êtes l'écrivain, l'auteur de ce livre « Si Kigali était compté ». Je vous remercie et félicitations encore une fois pour ce précieux livre. Je vais essayer de lire un peu plus parce que ça attire ma curiosité. J'attends vos remarques. Je vous remercie. Le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique estime que les Rwandais portent toujours les blessures consécutives au passé sombre qu'a traversé le Rwanda. Le ministre Dr Jean Damascène Bizimana a fait indication ce mardi à Kigali à l'occasion des échanges entre le dit ministère et les représentants des confessions religieuses opérant au Rwanda. S'appuyant sur les résultats d'une recherche menée par l'organisation Unity Club Intwara Rumuri, le Dr Jean Damascène Bizimana a indiqué que les cas de traumatisme chez les enfants rescapés du génocide des Tutsis ne connaissant pas leur origine s'évalue à 99%. Cette recherche précise que le problème se manifeste surtout chez les jeunes qui se sont retrouvés dans les orphelinats après avoir perdu leurs parents, raison pour laquelle il leur est difficile de connaître leur origine. Le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique a par ailleurs invité les confessions religieuses à collaborer étroitement avec le gouvernement du Rwanda pour penser les blessures dont souffrent les Rwandais. Le ministre Bizimana a également invité les responsables de ces confessions religieuses à œuvrer pour l'unité des Rwandais, la concorde parmi la population ainsi que la résilience des Rwandais.
Des experts en fiscalité et les organes de prise de décision sur les impôts conviennent avec les contribuables sur le fait que beaucoup de choses devaient être modifiées en matière fiscale afin de faciliter la tâche aux contribuables. Kassim Youssouf. Des analystes sur la fiscalité estiment que le taux d'impôt sur salaire de 30% est très élevé parce que le salaire couvre des charges qui ne font pas l'objet de déclarations fiscales, comme c'est le cas chez les opérateurs économiques. Selon certaines enquêtes, cela contribuerait à l'indifférence des employeurs en ce qui concerne la hausse des salaires, car par conséquent, cet impôt augmente. Mon employé qui habite à Muhanga doit payer le taxi chaque jour et c'est une dépense de travail. Cet impôt sur salaire est donc lourd. Partout ailleurs dans le monde, il y a la tendance que les taxes sur les revenus diminuent mais qu'on place plus d'impôts sur la consommation. C'est donc là un impôt justifié. Si la communication de payer l'impôt change et qu'elle ne soit pas une sorte d'intimidation, le contribuable peut avoir l'occasion de réclamer sans qu'il refuse de payer l'impôt. Comme le taux est élevé et que vous exercez sur lui de l'intimidation, il va se révolter ou il va cacher quelque chose. L'impôt sur les maisons d'habitation a augmenté davantage, passant de 0,25% en 2019 à actuellement 1% de la valeur du patrimoine. L'impôt sur les immeubles commerciaux est passé de 0,2% en 2019 à 0,5% actuellement. La commission de la Chambre des députés en charge des affaires économiques indique que cette situation a entraîné divers problèmes socio-économiques. L'on compte sur toute l'étendue du territoire national environ 383 103 contribuables, mais l'Office rwandais des recettes indique que seulement 375 d'eux versent 75% du total d'impôts collectés, 845 autres, 12% de ce total et le reste paye 30%. La direction générale de l'Office rwandais des recettes rassure que les réformes en cours vont apporter des changements à court et à long terme. ikindi nuko tugira ngo twongere noneho abagomba gusora ariko batanga n'umusoro uko bikwiriye. Notre souci est d'accroître le nombre des contribuables qui payent effectivement l'impôt. Je disais que nous en avons 300 000 qui doivent payer l'impôt, mais nous avons les impôts majeurs, notamment la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les revenus et sur le salaire. Il y a actuellement des employeurs qui ne payent pas l'impôt de leurs employés. Nous voulons les inclure dans les 300 000 et augmenter ceux qui doivent payer l'impôt. La loi dit que ceux qui atteignent 20 millions de revenus doivent entrer dans le VAT, mais il y a ceux qui ne sont pas visibles. Mais s'ils utilisent la machine, nous serons au courant. C'est ce que beaucoup de gens craignent. C'est donc cela qui fera l'objet de réformes et savoir ceux qui doivent payer l'impôt et quel impôt il s'agit et comment les accroître. En troisième lieu, je dirais qu'on observe encore la fraude. Le comportement des gens a la tendance, en fait, de détourner les impôts et nous prenons les mesures pour changer cela. La réforme nécessaire va consister à voir le taux et il y a déjà ce qui est fait. Nous avons modifié notamment la loi régissant les salaires de façon que nous avons augmenté les taux d'impôt de base qui doivent être exonérés avant d'appliquer l'impôt sur salaire. Nous allons ensuite examiner l'impôt sur les revenus des entreprises et il y a déjà un avant-projet et ce qui reste, c'est faire des consultations sur ce qui doit changer. La part des recettes fiscales au produit intérieur brut est actuellement de 15,8% alors que l'objectif est de la croître jusqu'à 21,5% en 2024. Le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales annonce que l'objectif d'élargissement de la superficie irrigable jusqu'à environ 100 000 hectares pourrait ne pas être réalisé en 2024 suite à différents défis auxquels ce programme a été confronté. Les détails toujours avec Kassim Youssouf. Les agriculteurs qui exploitent les terres agricoles en bordure du lac Tchohoha dans la cellule de Kiwenga, secteur de Mayangé, en district de Bugesera, indiquent que la sécheresse ne les préoccupait pas.
Nous avions l'habitude de cultiver 2 fois par an et pendant la saison sèche, nous n'avions pas de récolte. Maintenant, vous voyez que nous récoltons du poivre, du blé et nous les exportons, ce qui favorise notre développement. Les cultivateurs de la place indiquent qu'ils ont débuté l'irrigation en 2019 sur une superficie de 10 hectares en se servant de l'énergie solaire. Dans le cadre des stratégies nationales d'accélération du développement NST1, des infrastructures relatives à l'irrigation ont été mises à la disposition de ces cultivateurs, l'objectif étant que la superficie irrigable atteigne environ 102 000 hectares, pas plus tard que 2024. Le secrétaire d'État au ministère de l'Agriculture et des Ressources animales, le Dr Moussafiri Île-de-France, indique que, compte tenu de la situation actuelle, cet objectif ne sera pas réalisé suite à différentes raisons. Actuellement, nous avons déjà irrigué jusqu'à 70 000 hectares dans nos différentes zones d'irrigation, même dans les endroits où l'irrigation est pratiquée à l'aide de technologies d'irrigation à petite échelle. Nous pensons que d'ici 2024, nous serons à 88 000 hectares où nous n'aurons pas encore atteint notre objectif, mais nous avons à peu près 12 000 qui seront achevés 3 ans après NST1. L'objectif ne sera pas atteint suite à certaines circonstances, mais nous ne nous arrêterons pas car nous espérons que dans un autre programme d'accélération du développement, nous réaliserons davantage. Le docteur Moussafiri d'ajouter que le coût de mise en place d'infrastructures d'irrigation entrave également ce programme et l'empêche d'accélérer. Aucune autre chose n'est utilisée dans l'irrigation sauf l'argent. Donc, pour que les gens comprennent le coût de l'irrigation, il existe différents types de processus d'irrigation en fonction des équipements, mais dans le coût total de ces grandes machines d'irrigation, vous constaterez qu'il y a là ce qui atteint presque 20 millions par hectare. Donc, si vous voulez connaître ce coût, multipliez tous ces hectares avec ces 20 millions. Vous comprenez que cela peut atteindre quelques milliards. Donc, nous le faisons selon le budget national et c'est un processus. L'on compte actuellement au Rwanda 500 000 hectares irrigables et l'objectif est que cela soit réalisé pas plus tard que 2050. Et c'est ainsi que nous achevons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie, moi-même Michel Iladukunda. Bonne poursuite des programmes de la télévision. Et d'ici là, portez-vous bien.